Bonsoir à tous. Le face-à-face de la semaine. Clément Beaune et Éric Zemmour. 1 heure de débat entre le secrétaire d'État chargé des affaires européennes et l'éditorialiste autour de 3 thèmes. Premièrement, en quoi l'Europe peut-elle être un moyen pour la France de se grandir et de rayonner dans le monde? Deuxièmement, faut-il opposer les défenseurs des identités nationales aux défenseurs de l'identité européenne? Et puis, après le Brexit, faut-il craindre le départ de certains pays de l'Europe de l'Est? Voilà, c'est parti pour le face-à-face. Bonsoir Clément Beaune, bonsoir Éric Zemmour, ravi de vous recevoir Monsieur le Ministre. Vous êtes secrétaire d'État chargé des affaires européennes, vous avez été conseiller Europe à l'Élysée, vous avez écrit tous les grands discours de campagne d'Emmanuel Macron sur l'Europe, l'un d'entre eux d'ailleurs lançait le thème de la souveraineté européenne. Vous avez également été au cabinet du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Alors, juste avant de commencer, on va parler de la crise sanitaire. Face à la crise sanitaire et pour protéger au mieux sa population, l'Union européenne a finalement adopté une stratégie commune de vaccination. Est-ce qu'on assiste, Clément Beaune, à l'émergence d'une Europe de la santé? Et si oui, a-t-elle prouvé, lors de la crise, son efficacité? Bonsoir et merci. Écoutez, sur cette question de l'Europe de la santé, moi je me méfie toujours un peu des grands slogans. Donc concrètement, ce qu'on a fait pour les vaccins, c'est qu'on a mis en place un cadre commun. On a décidé, ce n'était pas obligatoire, on a décidé d'abord 4 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, et puis on a proposé ensuite aux 27 et à la Commission européenne de dire on va acheter les vaccins ensemble. Pas par obligation, pas par idéologie, mais parce qu'on pensait que c'était en l'occurrence plus pratique et que c'était, oui, un exemple d'Europe de la santé qui peut être utile. Pourquoi? Parce que ça permet de négocier pour plus de quantité, avec plus de laboratoires, en diversifiant un peu les risques. Parce que si chaque pays se lance dans une négociation de son côté, ce qu'on a vu, il y a des exemples, on en parlera peut-être, où ça fonctionne, je relativiserai, mais on est comparé tous les jours, donc disons-le, avec le Royaume-Uni, avec Israël, etc. Souvent, c'est le cas pour Israël, c'est un peu moins le cas pour le Royaume-Uni parce qu'ils sont plus nombreux. Ils ont fait le pari d'un seul vaccin. Quand je dis le pari, c'est que souvent ils ont pris beaucoup de risques. Quand vous prenez des risques, parfois ça paye. Mais vous prenez aussi un certain nombre de risques sanitaires. C'est ce que font les Britanniques en espaçant beaucoup entre les 2 injections, en ayant recours au vaccin AstraZeneca parce que c'est un laboratoire britannico-suédois et qu'ils l'utilisent pour toute la population alors que nos autorités sanitaires nous disent de l'utiliser pour les personnes de moins de 65 ans, etc. Donc on a fait ce cadre européen qui nous permet d'avoir accès à 6 vaccins, peut-être 8, dans des quantités importantes. Je ne mentionne même pas d'ailleurs l'argument du prix parce qu'on l'a beaucoup évoqué en disant vous avez rogné sur les prix. Je ne crois pas que ce soit vrai. Et d'ailleurs, à la limite, peu importe, puisque quand vous signez un contrat, il y a un prix qui est marqué, vous avez quelque chose en échange, un certain nombre de centaines de millions de doses de vaccins en l'occurrence, une fois que c'est signé, c'est obligatoire pour tout le monde. Nous, on a l'obligation de payer, le laboratoire a l'obligation de livrer. C'est comme ça quand vous achetez un appartement, une voiture, c'est comme ça quand vous achetez aussi un vaccin. Donc je crois qu'on a bien fait de passer par ce cadre européen. J'ajoute un dernier argument qui me semble important, on en parlera peut-être. Ce n'est pas là non plus une forme de naïveté, mais comme on est très intégré, on parlera sans doute, mais comme on est très intégré, le fait est que nous ne sommes pas une île. Et que même quand vous prenez des restrictions aux frontières ou quand vous fermez les frontières, il y a encore un peu de passage en Europe, c'est sûr, ne serait-ce que nos frontaliers, etc. Si vous vaccinez tout seul en France, imaginons, même si ça marche, et que vous vaccinez toute votre population, et que la population d'à côté, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique, est moins vite vaccinée, moins vaccinée, vous réimportez le virus, c'est clair. Donc on a aussi un intérêt à ce que tout le continent, qui est notre espace de vie de fait, soit vacciné ensemble, au même rythme, le plus vite possible. Éric Zemmour, on assiste à l'émergence de l'Europe de la santé. Alors, ce qui est formidable avec l'Europe depuis des années, c'est qu'elle ne rate jamais une occasion de rater. On a connu ça avec la crise de 2008. Après cette crise de 2008 financière énorme, la BCE a mené une politique monétaire restrictive alors qu'il aurait fallu mener une politique expansionniste. On a mis des années à prendre le bon tempo. En 2015, avec la crise migratoire rebelote, on fait n'importe quoi, on ouvre les frontières, les Allemands ouvrent les frontières sans nous demander l'avis de personne. Et puis en plus, ensuite, elle court immédiatement derrière Erdogan pour lui faire un chèque rapidement, encore une fois, sans nous demander vraiment notre avis. Et en 2020, ça recommence. Quand l'épidémie arrive, on n'a pas de masque, on est obligé de louer des Antonov, les avions russes,
pour nous faire transporter les masques chinois en Europe. On n'a pas de test, on n'a rien. Et puis arrive la pantalonnade de la vaccination. Parce que vous nous expliquez qu'on s'est mis ensemble pour être mieux, plus cohérent, plus fort, etc., que ce n'est pas par idéologie. Je pense que c'est exactement le contraire. Et justement, vous avez voulu démontrer qu'ensemble, on était plus fort, selon le fameux slogan européiste depuis 40 ans. Et puis là, ça tombe à plat. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est que vous avez péché à la fois, ou plutôt la Commission de Bruxelles a péché à la fois par naïveté, en ne comprenant pas qu'il y avait une compétition sur les vaccins et que le vaccin devenait un axe de lutte géopolitique dans le monde entier. Vous avez péché par incompétence, parce que la Commission de Bruxelles n'a aucune compétence en matière de santé, et que là, on l'a vu. Et vous avez péché par bureaucratie, parce qu'en fait, la Commission a commencé à établir ses normes, ses processus bureaucratiques lents, et ça a foiré. Je continue. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? En vérité, il y a eu deux stratégies. Il y a eu la stratégie anglaise et américaine d'être en amont, d'arroser de fortune des biotech, des petites structures, etc., pour qu'elles préparent le vaccin. Ce que l'Europe n'a pas fait, ce que la France n'a pas fait, ce que l'Europe n'a pas fait. Et puis il y a la stratégie israélienne, qui est, on arrive comme les carabiniers, on n'a rien préparé, seulement là, on court après les sociétés qui peuvent nous avoir des vaccins, et on les achète plus cher. Quand on voit le prix que coûte une journée de confinement ou de couvre-feu, franchement, moi, j'aurais préféré qu'on paye un peu plus cher. Et il y a les Anglais, et il y a les ça n'aurait pas rien changé, la preuve, les Israéliens les ont eu. Et les Anglais, eux, ils font les deux stratégies. La stratégie 1, on est en amont et on arrose la société dont vous parlez. Et 2, on va chercher une société française à Nantes, que la Commission de Bruxelles méprise, que le gouvernement français méprise, et on lui achète ses doses. La vérité, le résultat, il est là. On a vacciné 2% ou 3% de la population. Les Anglais en sont à, je crois, 10 millions de personnes. Les Israéliens en sont à la moitié de leur population. Même les Américains font beaucoup mieux que nous. Bref, l'Europe est grotesque, et on va aller à quémander maintenant des vaccins russes. Et en plus, je finis sur le dernier argument, vous n'avez même pas votre cohérence. Parce qu'en vérité, les Hongrois se tournent déjà vers les Russes pour avoir leur vaccin. Les Allemands, ils ont deux stratégies, les Allemands. Ils sont avec vous, ils sont avec nous, et en même temps, ils ont un autre contrat pour avoir plus de doses. Bien sûr. Et ils sont furieux parce que vous n'avez pas utilisé les services d'une biotech de Mayence, parce que c'était méprisé par la Commission de Bruxelles. Monsieur le ministre, répond. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de sujets, beaucoup de sujets. Moi, je vous réponds. Vous avez raison, mais moi, je vous réponds aussi. Ben oui. Et on prend le temps. Donc, ça vaut le coup de creuser. Je reviendrai ensuite sur les crises successives. Là, je pense que ce n'était pas une idéologie. Contrairement à ce que vous pensez, on aura l'occasion d'en parler. Moi, par exemple, je vais vous dire, on m'interroge régulièrement sur des plateaux, etc., en me disant mais pourquoi c'est pas mieux coordonner les mesures qu'on prend pour mettre la jauge à tel niveau dans les commerces, certains pays ouvrent les restaurants et pas d'autres, certains pays ouvrent les lieux culturels et pas d'autres. Eh bien, moi je m'en fiche complètement de ce désordre. Parfois c'est lié à des situations locales. C'est normal que ça soit pas Bruxelles, moi je ne recommande absolument pas ça, qui décide si les lieux culturels vont être ouverts en Espagne, fermés en France et autres. On prend nos mesures. Il y a des petites différences, c'est bien normal. Je ne suis pas du tout pour une Europe de l'uniformisation de la taille des concombres ou des mesures sanitaires dans le détail. En revanche, sur les vaccins, je pense que là, on peut discuter de comment ça a été fait. Je pense que là, c'est utile. Et je crois, pour commencer par là, que si on avait fait les choses au niveau national, si on avait fait un cadre français pour négocier avec Pfizer, avec Sanofi, etc., je pense qu'on serait aujourd'hui dans une situation catastrophique. Mais on est dans une situation catastrophique. Non, alors pardon. Vous rigolez ou quoi ? Pardon, regardez ce qui se passe. On est ridicule par rapport aux autres. Je finis là-dessus, pardon. Si vous regardez non mais si vous voulez pas voir les faits, tout le monde a compris que c'était ridicule. Je regarde, je crois pas. Regardez la situation globale d'abord, la situation sanitaire. Moi aujourd'hui, honnêtement, je préfère être en France qu'être au Royaume-Uni ou aux États-Unis en termes d'accès. Pour les vaccins ? En général, pour la situation. Parlons pas d'en général. Mais non, pardon, mais pour la situation sanitaire. C'est une situation, ce que vous décrivez, c'est souvent une situation de sauf qui peut. Non, mais vous déviez là. Vous déviez. Restez sur la vaccination. Non, parce qu'il y a un lien. Je pense que les pays, je pense qu'il y a une stratégie américaine. Je pense que le reste, c'est très différent. Et notamment pas une stratégie britannique, ça je ne crois pas du tout. Il y a une stratégie
de sauve-qui-peut de certains pays, y compris les Britanniques, qui face, je pourrais le comprendre, à une situation où ils ont justement tenu un discours, d'ailleurs, extrêmement national et nationaliste, consistant à dire le virus, il vient de l'étranger. Ils ont mis en place des mesures de quarantaine quand ça n'avait aucun sens cet été, pour dire le virus, il est à l'extérieur. Ils sont dans une situation sanitaire, je m'en réjouis pas, mais très difficile, très douloureuse. Ça, c'est juste. Et donc, ils prennent des risques. Plus de risques, peut-être que c'est nécessaire face à une situation sanitaire beaucoup plus dégradée que la nôtre. Et les Israéliens aussi, alors? Alors non, les Israéliens... Attendez, je finis là-dessus. Les Israéliens, ils ont une stratégie qui a été simple. C'est une stratégie d'abord de petits pays, 9 millions. Ils ont négocié un accès avec un seul laboratoire, Pfizer. Et je le dis, on peut avoir ce débat, mais il faut dire toute l'image qui est la réalité. Ils ont accepté, c'est public, de donner les données médicales des personnes vaccinées au laboratoire Pfizer. Je ne sais pas si les Français, je ne pense pas, ou les Allemands, ou les Européens en général, plus cher, ils accepteraient. On ne sait pas exactement combien ils ont payé, mais ils ont peut-être payé plus cher. Mais pardon, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a des choses, on peut débattre, il y a des choses, c'est factuellement faux. Le prix n'a aucun rapport là-dedans. Très bien. Non, aucun rapport. C'est même pas ça, alors. Non, mais je prends l'exemple. Vous n'avez vraiment aucun argument en faveur de la coordination. Alors vraiment, c'est triste, parce que c'est même pas le prix. Si, parce que vous dites si on avait payé plus cher, on aurait plus de doses. Bah c'est oui. pas vrai. L'Europe, c'est 4% de la population mondiale. On a acheté 25% des doses mondiales. Le sujet, c'est un sujet de rythme de production. On ne les reçoit même pas. Et de rythme on n'a reçu que la moitié. Non, c'est pas vrai. On n'a pas reçu que la moitié. On a 3 vaccins. Même Madame von der Leyen a pesté contre le AstraZeneca. Eh oui. Mais moi, je suis pour une Europe quand. Non, mais attendez, ça c'est autre chose. Quand dans le contrat il y a quelque chose qui n'est pas respecté, on n'est pas obligé d'être un paillasson. Moi, je suis pas pour une Europe qui se fait marcher dessus. Et donc, je défends pour vous, pour moi, pour nous, nos intérêts avec les laboratoires. Si on avait négocié, on était en train d'avoir un cadre national, nous les Français, les Allemands, sans doute, si on était allé jusqu'au bout de cette logique nationale, on aurait passé un contrat d'abord avec Sanofi. Oui. On ne serait pas prêt d'avoir le vaccin en France. Bon, non mais c'est vrai. Ça c'est autre. Ne faites pas d'un autre scandale de votre gouvernement et de l'industrie française et de Sanofi, c'est-à-dire qu'on est le seul pays membre du Conseil de sécurité à ne pas avoir notre propre vaccin. Ne faites pas de cette tare un avantage. N'essayez pas de retourner. Vous devriez avoir honte et vous couvrir de honte. Mais oui, vous devriez avoir honte en tant que membre d'un gouvernement français, alors qu'on est le pays de Pasteur et que je vous dis, on est le seul pays membre du Conseil de sécurité à ne pas avoir de vaccin. Vous devriez avoir honte. Mais si, vous devriez rougir. Je peux expliquer. Vous parlez de la situation sanitaire. À court terme, qu'est-ce qui est important? C'est d'avoir des vaccins, quelle que soit la nationalité, pour protéger les Français et les Européens. Non. Bon. C'est pas seulement ça. Mais si, non. Aussi. C'est vous qui le dites. Non. Attendez, pardon, je finis là-dessus. Allez-y. Donc la stratégie de vaccination, je pense qu'aujourd'hui, si on achetait en européen, la France, l'Allemagne, l'Italie, etc., de manière séparée, je pense qu'on aurait accès moins vite à moins de doses. Et par ailleurs, les choses vont durer. Qu'est-ce qui va se passer au Royaume-Uni si le vaccin AstraZeneca ne suffit pas ou ne protège pas assez? Ce que nous disent les scientifiques, c'est pas moi. Eh bien, ils auront un gros problème. Nous, on a des contrats massifs avec l'ensemble des grands vaccins internationaux, dont Sanofi, qui arrivera aussi. On peut revenir sur le décrochage industriel européen, c'est un autre débat, mais soyons précis sur les Français débats. Surtout, parce donc, que les Allemands ont moins décroché que nous. Non, mais pardon. Et aussi, je finis là-dessus, puisque vous parlez de sujet européen, le vaccin, le premier qui a été homologué, la stratégie, la technique ARN messager et la start-up BioNTech allemande ont été financés par l'Union européenne. Ce sont des chercheurs européens. C'est pour ça qu'on leur achète rien. Bien sûr que si. Pfizer, oui, après la bataille. On en a plus après la bataille. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez pas dire ça. Pfizer, on a plus que le Royaume-Uni. Donc je peux pas vous laisser dire n'importe quoi. Les Britanniques, ils ont une stratégie d'accélération face à une situation sanitaire douloureuse. Alors, les Américains, c'est différent. Et là, je viens là-dessus. Je pense que non, pardon. Les Américains, ils ont prévu le coup avant tout le monde. Non. Alors d'abord, la situation sanitaire est aussi très mauvaise. Bien sûr. Mais c'est important parce que ça va avec dans la stratégie d'ensemble. Vous avez la stratégie en européen, on est plus prudent. C'est aussi nos sociétés. On a un rapport au risque qui n'est pas celui des Israéliens, qui n'est pas celui des Américains, peut-être pas celui des Britanniques. Ça a ses avantages et ses inconvénients, j'entends. Mais les Américains, ils ont une stratégie spécifique sur le plan vaccinal et industriel. C'est vrai, ils ont une agence, d'ailleurs fédérale, ils ont une agence qui s'appelle la BARDA et qui a financé très en amont, très massivement des vaccins, notamment Pfizer. Merci Trump. Non, c'était avant. Je sais que ça vous arrache. Non, parce qu'il y a d'autres choses. C'est quand même Trump. Éric Zemmour. Et les Britanniques, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport avec Trump. Ça, je suis d'accord. Aucun rapport avec cette affaire de financement des vaccins. Alors, deux petites choses. Et après, on va passer au sujet, mais deux petites choses. C'est le sujet. Quand vous dites, non, mais je veux dire sur l'Europe. Quand vous dites l'Angleterre a une situation sanitaire catastrophique, vous avez tout à fait raison. C'est le NHS qui s'est effondré. Pas que.
c'est quand même... C'est aussi les mesures qui n'ont pas été prises tôt. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, oui. C'est vrai. Mais honnêtement, c'est surtout le système de santé anglais qui a explosé. En ce moment, il y a des failles. Pour le coup, Dieu sait si je peux être dur. Je rends hommage aux gens du NHS qui travaillent. Bien sûr, mais bien sûr. Dans des conditions désespérées. Et deuxièmement, quand vous dites que ce n'est pas une question d'idéologie, alors là, je ne peux pas vous laisser dire ça. Qu'est-ce que c'est de mon côté, de votre côté, bien sûr, de votre côté, et du côté du gouvernement français et du côté d'Emmanuel Macron. Oui. Qu'est-ce que c'est que refuser pendant 1 an de fermer les frontières, si ce n'est une question d'idéologie? Qu'est-ce que c'est que de dire, comme Emmanuel Macron, sarcastique, le virus n'a pas de passeport, alors que justement il en a un, puisque les gens qui traversent les frontières sont porteurs du virus, et que tous les pays, en Asie en particulier, qui ont fermé immédiatement leurs frontières, ont beaucoup mieux protégé leur population. Là, on a vraiment le rapport entre l'idéologie européiste d'Emmanuel Macron et la catastrophe sanitaire du début. Il a fallu 1 an pour que vous vous décidiez à fermer les frontières uniquement en raison de votre idéologie européiste. Alors, sur les frontières. D'abord, ça, c'est pas vrai. Mais sûr que c'est vrai. Mais même Jean Castex l'a reconnu. Éric Zemmour, il vous répond. Pardon, je vous explique ce qui a été fait. Parce qu'il faut voir ce qu'on appelle fermeture des frontières. Ce n'est pas le verrou que vous mettez définitivement. Bon, d'ailleurs, même Marine Le Pen le dit, tout le monde le dit, même ceux qui disent fermeture des frontières en sautant sur leur chaise. Bon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de mars 2020, qui est le moment où l'épidémie, je prends mars parce que c'est le moment où tous les pays d'Europe, pour rester sur notre sujet, ont été touchés. On a pris, c'est l'initiative de la France, je me souviens, j'étais avec Emmanuel Macron quand il l'a demandé, et c'était un changement de raisonnement pour le coup, pour certains. Emmanuel Macron, je crois que je peux témoigner, n'est pas un no-border échevelé qui dirait laissez tout ouvert, laissez faire, laissez passer. Pas du tout. Je crois que ça renvoie au reste du débat. Je ne crois pas du tout que ce soit une espèce de libéral sans frontières. Moi non plus. C'est faux. Ça tombe bien. Bon. Je ne crois pas du tout ça. J'essaie de vous dire ce qu'on a fait sur les frontières concrètement. Le 17 mars, pour être précis, on a demandé, nous, aux Européens, à la Commission européenne, et tous les pays l'ont fait en l'espace de 3 jours, de fermer les frontières hors Schengen. Bon. Non, mais c'est pas rien. C'était la première fois que ça se faisait. Et ça a diminué en général de 80% en moyenne les arrivées vers le transporteur et allez-y. Demandez à ADP ou aux aéroports, ils savent assez bien que le flux s'est tari au mois de mars, pas que sous l'effet de ces mesures, mais beaucoup sous l'effet de ces mesures. Bon. On a les vols avec la Chine, même avant, ils étaient suspendus le 30 janvier 2020. Bon. Il y avait des exceptions, parce que ce n'est pas blanc ou noir. Il y avait des exceptions, c'est nos ressortissants principalement. D'abord pour des raisons juridiques, mais aussi parce qu'un certain nombre d'entre eux devaient regagner leur famille, leur boulot, etc. Bon. Ça, on l'a fait tous en tant que pays européen. On n'a pas fermé à ce moment-là les frontières internes à l'Union européenne. Bon, on a restreint à certains moments très fortement, même au printemps. Non, mais c'est important parce qu'on a l'impression... Non, mais vous allez comprendre pourquoi je souris. Oui, mais je ne veux pas vous interrompre. Je vous en remercie. Et quand il y avait par exemple le confinement en France, que vous ne pouviez pas sortir de chez vous pour aller, je ne parle pas d'aller en Allemagne, je parle d'aller parfois faire quelques courses. Bon, les commerces étaient fermés, on avait une attestation, on s'en souvient, etc. Bon, dans ces cas-là, dans ces moments-là, vous ne pouviez pas plus franchir le Rhin pour aller de l'autre côté faire vos courses en Allemagne. Donc, parce que l'Allemagne avait fermé ses frontières. Et nous et aussi, pas vous. Si, je peux vous dire symétriquement. Si, exactement, il y avait des contrôles, et vous pouvez chercher des images, il y en a, de policiers français qui contrôlaient les arrivées d'Allemagne et les départs de France sur le pont du Rhin. Vous regardez cette image, elle existe, à ce moment-là. Bon. Mais donc, on a fait ces mesures. Moi, j'assume 2 choses. Là, on peut avoir un désaccord, mais je veux qu'on dise au moins les choses telles qu'elles sont. J'assume 2 choses. 1, que les frontières extérieures à l'Union européenne, là vous mettrez de l'idéologie derrière tout ça si vous voulez, et les frontières internes à l'Union européenne, ça n'est pas la même chose. Je ne dis pas qu'il y en a une qui doit être totalement fermée. Ça s'appelle de l'idéologie. OK. Ou une idée. Mais très bien. Très bien. Mais je crois que ce n'est pas la même chose. Je crois que ce n'est pas la même chose parce qu'effectivement, politiquement, pour moi, l'Allemagne et le Brésil, c'est pas pareil, c'est pas nos partenaires. Je crois qu'on sera d'accord pour dire que pour moi, ce qui est important, c'est d'abord la solidarité nationale, puis la solidarité européenne, puis la solidarité internationale. Donc pour moi, ce cercle européen, il compte. Bon. Mais c'est pas juste comme ça théorique pour chanter l'hymne à la joie, etc. C'est parce que aussi nos espaces de vie sont plus connectés. Vous avez, je prends souvent cet exemple, mais il y en a bien d'autres, 350 000 travailleurs frontaliers qui, chaque jour, ils ne vont pas faire du tourisme à Copacabana. Ils passent une frontière pour aller bosser. Monsieur Beaune. Et on a renforcé. Donc on n'a pas fermé versus des frontières qui étaient largement ouvertes avant. On a renforcé des mesures de contrôle et restreint à des motifs impérieux. C'est ça qu'a annoncé le Premier ministre il y a quelques jours, y compris pour nos propres ressortissants. Mais depuis le 17 mars, un Brésilien, il ne vient plus en France. Ça n'existe pas. Monsieur Beaune, 2 choses. En 2 phrases, comme ça, on passe à autre chose. On a beaucoup de sujets.
Je souriais tout à l'heure parce que le pays qui était le plus touché en mars, c'était l'Italie. Et donc il fallait fermer la frontière avec l'Italie, et c'est ce que vous n'avez pas fait. Il y a un pays qui l'a fait, c'est l'Autriche. Oui. Ça a été ensuite le plus touché. Il est faux de dire que les frontières étaient fermées. Il suffisait d'aller à Roissy, à l'aéroport, pour voir qu'on rentrait comme dans un moulin en France. Tout le monde témoignait de ça, comme dans un moulin, M. Beaune. Alors, il vous répond. C'est les gens. Vous voyez les chiffres de. Pardon. Clément Beaune, répondez là-dessus. Ensuite, je vous pose une autre question. On passe à notre sujet. Rapidement. Tout le monde l'a constaté. Oui, vous allez faire rire la France entière. Non, mais on vous a entendu. Je n'ai pas dit qu'il y avait zéro arrivée. J'ai dit qu'on n'était pas passé d'un monde ouvert à un monde fermé. Je n'ai pas dit qu'il y avait zéro arrivée. Vous pouvez aussi demander dans les aéroports. Le trafic aérien, il a baissé de 80 à 85%. Ça, c'est pas dû à vous. C'est pas dû à la fermeture des frontières aussi, bien sûr que si, que vous avez refusé. Parce que vous n'avez pas le droit de voyager. Ah oui, bien sûr, il y avait des cas. Bien sûr, il y avait des cas. Et on a encore renforcé ces dernières semaines. Mais on ne peut pas dire qu'on était dans un monde ouvert. Ça n'est pas vrai. Bon, pardon, il y a un dernier point sur lequel j'insiste. Oui. Ça, je l'assume aussi. Et je crois que ça, ce n'est pas de l'idéologie. Je crois que c'est aussi scientifique. Les frontières, moi, j'assume totalement, y compris intra-européenne. J'assume qu'on fasse une différence entre intra-européen et extra-européen. C'est un outil. Ça, c'est, je veux dire, un fait de restriction de la circulation. Quand vous avez les Russes qui circulent, dès que vous mettez une restriction, à la limite, je vais dire, si on avait une idéologie sans frontières, on n'aurait pas mis une frontière en bas de l'immeuble des Français. On l'a fait de manière douloureuse. Mais ça vous gêne pas. Ça vous gêne pas. Ce qui vous gêne, c'est la frontière traditionnelle. Ce n'est pas d'enfermer les Français. Arrêtez. Mais si. Pardon. Et ce que je veux dire aussi, c'est que ça n'est pas, il n'y a pas un outil, y compris la frontière, qui est un rempart absolu. Et donc l'idée, je prends un exemple très simple. Il n'y a jamais rien d'absolu. Dernier mot là-dessus, et en plus, c'est une île, l'Australie qui a fermé complètement, plus de vols, etc. Ils ont eu 3 mois et demi de confinement pour se débarrasser du virus. Alors, on a parlé les de la Asiatiques, santé. c'est faux de votre exemple. Mais bon, non, c'est vrai. Les Taïwan, le Japon, etc. Ils ont fermé leurs frontières. Taïwan, c'est pas une île. Alors, pour la frontière, messieurs, on peut faire une heure sur la frontière. Oui, absolument. Il y a vraiment de quoi faire. On a entendu les arguments de chacun. On a parlé de la santé. On va parler de l'Europe de la défense. Juste avant, en quoi l'Europe peut-elle être un moyen pour la France, Monsieur le Ministre, de se grandir, de rayonner dans le monde? Autrement dit, quel espoir pour la France dans l'Europe? Moi, je suis convaincu que vous avez aujourd'hui une compétition géopolitique entre, je le dis de manière cliché, mais je vais expliquer, des grandes puissances. Bon. Et quand je dis grande, je choisis le mot à dessein, parce qu'il y a une question, qui n'est pas la seule, ce n'est pas mon seul argument pour l'Europe évidemment, de taille, de dimension économique, de guerre commerciale, de guerre technologique. Bon, on voit bien, ce n'est pas la seule chose, mais qu'un des facteurs de rayonnement et de puissance chinoise, indienne, américaine, c'est la taille de leur économie, leur puissance de feu, si je puis dire, pas seulement au sens militaire, mais au sens commercial, au sens technologique, au sens économique. Donc, je pense que cela justifie, après on peut en discuter des modalités, une coopération européenne. Vous avez, quand vous regardez l'univers international, aujourd'hui, 2 stratégies, pour reprendre votre choix, pour des pays qui sont, comme le nôtre, puissants, mais par leur taille, leur démographie, leur marché économique, etc., de taille, disons, intermédiaire, moyenne. La grande puissance moyenne, comme on a parfois défini la France. Exactement. Bon. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un fait. Non, mais absolument, c'est un fait. Voilà. Et quand vous êtes comme nous, dans cette situation, je pense que vous avez 2 solutions. Une solution qui est celle, pas la même taille, mais d'Israël, par exemple, ou de micro-État, de Singapour. Pas la même taille. Évidemment. Qui consiste à dire, je vais être à la fois très fermé sur certains aspects et hyper mondialisé sur d'autres. Bon. Voilà. Vous avez des puissances qui, par leur taille, par leur histoire, par leur centralisme politique, démocratique ou autoritaire, américain, chinois, ont la capacité, seuls, de peser dans le monde. Mais c'est quasiment des continents, en général. Bon. Ce qui permet d'ailleurs de contrôler différemment ses frontières. Voilà. Nous, on n'est pas dans cette situation. Donc, soit on fait la stratégie, je caricature volontairement, à l'israélienne ou quelques autres. On dit, on va être hyper compétitif, petit, se servir de notre avantage, etc. D'une certaine façon, c'est le pari du Brexit. Moi, je pense que c'est un pari qui ne gagnera pas, mais c'est le pari du Brexit. On en parlera tout à l'heure. On en parlera, mais c'est pour détailler. Moi, je crois que nous devons passer par l'échelon européen pour un certain nombre de leviers de puissance. Je précise tout de suite, parce que je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté dessus, je ne crois pas du tout au super-État, à la super-fédération qui va nous écraser et on va arrêter de décider toute une série de choses en matière de santé, en matière d'éducation, en matière... Bon, je ne crois pas du tout ça. Pas du tout ça. On peut avoir un débat sur l'as, mais je ne crois pas du tout ça. Bon. Et donc je pense que oui, c'est d'ailleurs le pari, ce n'est pas moi qui l'invente, ce n'est pas Emmanuel Macron, le président de la République actuel, qui l'invente, c'était le pari déjà du général de Gaulle, de dire on a besoin de cet échelon économique, commercial, et je pense même d'ailleurs un certain modèle culturel pour s'imposer dans le monde, dans un univers
post-Deuxième Guerre mondiale, post-impériale. On a besoin de cela. Moi, je le crois profondément. Éric Zemmour. En fait, je vous écoute et je me dis que je me demande, je m'interroge sur, vous savez, jadis les marxistes disaient d'où ils parlent. Et quand je vous écoute... Plan caché. Non, j'essaye de comprendre, j'essaye de vous comprendre. Vous me dites des choses, là, j'entends un double discours, donc je vais essayer de développer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, d'abord, vous êtes censé être le ministre des Affaires européennes. En vérité, il faut préciser aux gens que vous n'êtes pas vraiment un ministre français des Affaires européennes. Oui, vous êtes plutôt l'ambassadeur de l'Union européenne ou de la Commission européenne en France. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les services européens français sont coordonnés non pas par vous, mais par le Premier ministre. Et donc, vous êtes là pour être l'ambassadeur de l'Union européenne, de la Commission en France. Et d'ailleurs, je continue mon développement. Je ne peux pas vous laisser dire ça, mais je réponds. Non, mais vous répondrez bien sûr. Je me demande même... Il n'est pas toujours très agréable, hein, mais là, c'est... Voilà. Non, mais vous allez répondre dans un instant. Je vous dis ce que je ressens en vous écoutant. Deuxièmement, je me demande même si vous êtes français. C'est-à-dire que je vous dis ça parce que... Je vais vous dire pourquoi. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Non, moi, ça me fait pas rire. J'ai lu votre... Non, mais je ne ris pas. On écoute les arguments ensuite, chacun. J'ai lu votre tweet. Lequel? Sur l'investiture de Joe Biden le 20 janvier. Quel est-il? On va le voir. Très bien. On va le voir. Et vous mettez la photo de Lady Gaga et vous mettez « Enfant, j'ai vécu 1 an aux États-Unis. À l'école, j'y ai chanté l'hymne américain. Profondément européen, je ne peux jamais l'écouter sans une intense émotion. Aujourd'hui, surtout après ces 4 années. Je vous ai jamais lu, je vous ai jamais vu, je vous ai jamais entendu avoir une telle émotion en parlant de l'hymne français ou de la Marseillaise. Mais peut-être que j'ai raté quelque chose. Oui. Et surtout, ce tweet-là est très intéressant parce que c'est exactement ce que je pense des européistes. C'est-à-dire que, vous savez, vous vous souvenez le livre remarquable de Régis Debray, l'édit de Caracalla, qui expliquait que toutes les élites françaises et européennes ne rêvaient que d'une chose, c'est d'être membres de l'Empire américain, comme ils avaient été membres de l'Empire romain, comme vous le savez bien. Je pense que ce tweet exprime exactement cela. Et d'ailleurs, vous seriez tout à fait dans la logique de l'histoire du mouvement européen. Vous vous souvenez du mot de Paul Valéry qui disait « L'Europe rêve d'être gouvernée par une commission américaine ». Eh bien, on y est. Vous vous souvenez de Jean Monnet, qui était non seulement le père de l'Europe, mais un homme des services secrets américains, qui était financé par les services secrets américains. C'est pour ça que le général de Gaulle le détestait. Donc, vous voyez, il y a une logique dans tout ça. Vous voulez... Et c'est pour ça que je vous reprends... Répondez-moi sur le reste, parce que là, c'est de l'insinuation. Non, c'est pas de l'insinuation, c'est simplement un constat idéologique. Je ne suis pas le reste, je m'en moque. Mais j'ai fini. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a là le grand projet européiste. Qu'est-ce que c'est? C'est unir le marché européen pour le soumettre aux grands frères américains et faire un grand empire d'Occident sous la domination de l'Amérique. C'est le projet de Jean Monnet et c'est le projet aujourd'hui des élites européistes. Et votre tweet m'a immédiatement fait penser à tout ça. C'est pour ça que je me permets de vous le dire. Alors, aspects. Je pense exactement le contraire. D'abord, je suis désolé, je le dis avec calme, mais je ne permets pas de dire que je suis moins français, moins émotionnellement français, moins viscéralement français. Je me sens totalement français. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai toujours été intéressé par l'Union européenne. Je l'assume, j'ai aucun problème avec ça. Je ne crois pas que ça fasse de moi un traître à la patrie. J'ai vécu aux États-Unis petit, je reviendrai sur ce fameux tweet dans une seconde. Moi, quand j'ai fait des études sur l'Europe, parce que il y a des formations comme ça. Bon. Je ne savais pas que je deviendrais secrétaire d'État aux affaires européennes. Je me suis toujours dit que je ne travaillerai jamais à Bruxelles. J'ai aucune haine de la Commission européenne. Vous m'en accusez d'être le représentant. Ça arrive à des gens très bien. Ce n'est pas du tout mon truc. Bon, c'est pas du tout mon truc. Je crois justement une Europe, parce que j'aime l'Europe, je la critique très régulièrement. Très régulièrement. Et vous pouvez reprendre les discours. Vous avez dit que j'en avais été partie l'auteur. Non, mais parce que pardonnez-moi, mais c'est un coup classique des Européens. Ça fait 30 ans qu'ils nous font le coup. Bon, ils critiquent en France et finalement, ils cèdent à toujours plus d'Europe.
Et la solution des critiques, c'est toujours plus d'Europe. On le laisse répondre, Éric Zemmour. Voilà, pardon, le point est important. Bon. Tout à fait. Donc je ne me reconnais en rien dans une espèce de, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais d'européisme. Je ne veux pas travailler à Bruxelles, je ne veux pas travailler à la Commission européenne. Je ferai peut-être quelque chose qui n'a rien à voir avec l'Europe après dans ma vie, j'en sais rien. Je crois profondément que, sous certaines conditions, une Europe forte peut servir la France. Et je ne le fais que dans cette optique. On peut avoir des désaccords sur est-ce que c'était opportun de faire les vaccins européens. Non, mais on en a parlé. Okay. Et ne m'accusez pas d'avoir pas l'amour de la patrie. Et oui, je l'ai viscéralement. Pour voir à côté de mon histoire familiale, je l'ai viscéralement. Bon. Et je me sens français, puis européen, et puis occidental. Bon. Et je pense exactement le contraire sur la soumission de l'Europe aux États-Unis. Je sais que c'est ce schéma. Je pense qu'il faut honnêtement l'actualiser. D'après-guerre, il y a eu des liens et d'évidence post-guerre froide entre le projet européen et le choix du camp américain, y compris d'ailleurs chez le général de Gaulle lui-même, qui était très attaché à l'indépendance nationale, qui croyait au marché commun, après l'avoir critiqué, une fois au pouvoir. Je vais vous répondre là-dessus. Je crois profondément qu'il croyait au marché commun. Enfin, en tout cas, il a été l'artisan, il n'a pas l'habitude de faire des choses avec lesquelles il n'était pas d'accord, et qui, dans les moments difficiles, choisissait les États-Unis contre l'Union soviétique parce qu'il était occidental. Je crois qu'on ne sait pas faire insulte à sa pensée et à sa mémoire. Je ne me compare pas, je vous rassure. Non, mais personne ne se compare au général de Gaulle. Je vais vous dire, ce tweet, il avait une vocation... pas y voir du complotisme, il avait une vocation personnelle, parce que j'ai vu cette cérémonie, il était tard le soir, j'ai dit un bout de ma vie personnelle, j'ai vécu aux États-Unis, je ne crois pas que ça faisait partie d'un plan caché pour devenir Jean Monnet, j'ai vécu aux États-Unis, et je vais vous dire d'ailleurs quelque chose, deux choses d'ailleurs, si vous me permettez. Après on passe à l'Europe et à la défense. Mais ça va être lié, c'est un très bon thème. Deux choses. J'ai vécu aux États-Unis quand j'avais 4 ans, par hasard. Mon père était chercheur, il avait un poste aux États-Unis, parlait du décrochage scientifique, ça faisait partie aussi des pays importants pour aller travailler. Bon. Je suis allé à l'école, j'ai découvert ce que c'était qu'un pays. On avait le drapeau sur la maison, à l'école, on chantait l'hymne. Moi, gamin, j'étais à l'école américaine, à Rome, fait comme les Romains. Pas parce que j'étais un traître à la patrie, parce que j'étais un petit gamin français, respectueux des coutumes américaines. Je chantais l'hymne américain. Je chante... Vous pouvez demander, je chante systématiquement, je trouve d'ailleurs qu'on devrait la chanter tous les matins à l'école, la Marseillaise, ça me fait vibrer. Je vous aurais permis de le dire. Un point commun. Et j'en suis ravi. C'est pas parce que j'ai fait un tweet sur Lady Gaga, voyez-y une anecdote si vous voulez, mais pas une trahison française. Je ferai si ça vous fait plaisir, mais pas, je le ferai pas pour vous faire plaisir. Non, moi non plus. Non, mais pardon, c'est très important parce que je sais, c'est un coup classique aussi, on aime l'Europe, donc en fait, on a le grand plan Monnet supposé d'avoir soumettre. C'est un fait. Et pardon, juste un point, parce que c'est le deuxième point, je on est à la moitié de l'émission. Oui, mais je crois que c'est vraiment central. Vous pouvez reprendre pour le coup des paroles publiques. Dieu sait si je l'ai dit le soir même de l'élection, enfin du soir du vote qui a mené à l'élection de Joe Biden. J'ai dit, moi je ne crois pas que les États-Unis vont changer du tout au tout avec Joe Biden. Je crois que les Américains ont des intérêts profonds, qui ne sont pas les intérêts de l'Europe. Moi, je suis un Français et un Européen. C'est ça que je défends. Prenez toutes mes déclarations publiques. Je me bats tous les jours. Vous pouvez avoir des désaccords sur les résultats et sur les modalités pour l'indépendance européenne. Je crois d'ailleurs. Alors on va parler avec l'Europe de la défense. Je crois qu'il y a un logiciel nouveau qui est celui de l'indépendance européenne. Alors allez-y, Christine. Je ne réponds pas comme ça. C'est très important. Oh, merci beaucoup. Voilà, je tenais à le dire parce que c'est quand même très important. Merci beaucoup pour votre réponse. On l'attendait. On va parler tout à l'heure des identités nationales, européennes, etc. Plébiscité par la France depuis de nombreuses années, l'Europe de la défense peine à voir le jour du fait de nombreux désaccords entre les États membres. Une autonomie stratégique militaire européenne, est-ce qu'elle est vraiment possible, Monsieur le Ministre? Alors je pense qu'elle est possible et souhaitable. Je vais vous dire où elle en est. Ça fait le lien avec ce qu'on disait. Quelle est, je fais à grands traits, Éric Zemmour aura à cœur par son amour de l'histoire et de la politique de préciser, qu'est-ce qui s'est passé post-Seconde Guerre mondiale? Je serai rapide. On a délégué la puissance. Nous, Européens, et là je dis Européens, pas en tant que... Chacun des pays européens, on a délégué la puissance. Certains, l'Allemagne, parce que c'était un pays vaincu, et on ne voulait plus qu'elle ait de la puissance. La France, parce qu'elle était certes vainqueur, mais très affaiblie, sur un continent affaibli et détruit. On a délégué la puissance de deux façons. On a délégué la puissance aux États-Unis d'abord, sur la défense, sur la sécurité, sur les questions dures, si je puis dire, dans le cadre de l'OTAN. Et puis on a créé un projet européen qui était de nature économique et on a dit, bon, l'Europe va s'occuper de faire un marché, ça sera sympathique, ça nous apaisera, ça nous réconciliera, ça nous créera de la croissance, mais le reste, ça reste bien sûr l'État-nation pour ceux qui veulent s'en occuper et c'est bien normal. Pas l'Allemagne, mais donc la France. Et c'est ça que De Gaulle a tiré comme fil d'ailleurs en disant, je veux bien une coopération et un cadre avec les Américains parce que je choisis mon camp, mais avec des conditions d'indépendance très strictes. Donc tout ça pour dire, la défense européenne, ça n'existait pas, pour ainsi dire. C'était l'OTAN.
C'était pas la défense européenne, c'était la défense atlantique et en fait américaine, avec un petit peu de contribution. Et c'était un deal, si je puis le dire comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. La France y faisant globalement exception, mais les Européens disant je paye rien, et vous me protégez, vous Américains, je vous héberge sur mon sol, si les Russes débarquent, vous serez là pour moi, etc. Bon. Et puis on a perdu cet équilibre de la guerre froide, et les Européens, depuis le début des années 90, c'est pas nouveau, il y a eu des tentatives précédentes, je ne parle pas de la CED, mais on dit, on veut récupérer, enfin les Français surtout, on dit, maintenant il n'y a plus de raison que tout soit délégué aux Américains. Bon, pour deux raisons simples, pardon, mais je sais que c'est important. Une, c'est que d'abord, le schéma n'est plus le même, les menaces ne sont plus les mêmes, il n'y a aucune raison que durablement on délègue de la souveraineté aux Américains. Et puis parce que les Américains, on le percevait déjà, on le voit très clairement aujourd'hui, là-dessus je pense qu'il y aura une continuité américaine remarquable, c'est qu'ils n'ont plus non plus la priorité européenne, les mêmes intérêts que nous, et ils n'ont plus envie, je peux les comprendre très bien du point de vue américain, de dépenser la même chose qu'avant, plusieurs pourcents de leur PIB, pour la sécurité des Européens, qui eux ne dépensent pas. Le paradoxe, c'est que Français et Américains, on est en fait assez alignés là-dessus. Parce que les Américains veulent faire moins pour la défense européenne, les Français veulent faire plus pour la défense européenne. On commence. Est-ce qu'on est au bout du chemin? Loin de là. Je pense que c'est un sujet qui prendra 20 à 30 ans. Je pense que c'est le grand projet européen des années qui viennent. Est-ce que nos partenaires européens sont prêts à ce chemin? Beaucoup plus qu'il y a 5 ou 10 ans, je crois. Parce qu'eux aussi, comme nous, ils comprennent que les Américains s'éloignent et ils comprennent que la menace russe et surtout chinoise s'accroît. Certainement pas tous, en tout cas. Éric Zemmour. Alors, vous m'avez demandé de remplir les trous historiques. Vous avez laissé de la place. Je vais le faire volontiers. Très vite pour répondre directement à notre discussion. Parce que j'ai des points d'accord avec vous sur votre vision historique, mais pas complètement du tout. Vous avez raison, après-guerre, on fait l'Europe pour sortir de la puissance. En vérité, on fait l'Europe pour sortir de l'histoire tout court. Parce que l'histoire... Je suis d'accord avec ça, c'est ça qu'on doit réapprendre. Mais je sais qu'on est d'accord avec ça, je sais. L'histoire, c'est les dernières guerres mondiales. Et d'ailleurs, on ne fait pas la même analyse parce que vous pensez que c'est le nationalisme qui est à l'origine de ces guerres. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est... Mais peu importe. Et on veut sortir de l'histoire. Et effectivement, on se soumet aux Américains pour ne pas être soviétisé. Là où je ne suis pas d'accord déjà, c'est quand vous mettez le général de Gaulle dans ce projet-là. Pas du tout. Le général de Gaulle, justement, lui, essaye d'arracher la France et l'Europe à cette sortie de l'histoire. Parce que la France est paradoxale. La France voit dans le projet européen une façon de revenir dans l'histoire d'autant plus fort. C'est-à-dire la France en grand, comme on disait dans les meetings du RPR dans les années 80. Et moi, j'ai toujours analysé ça comme ça. Je pense que nous avons la nostalgie de l'Empire napoléonien. Parce qu'en vérité, l'Europe des 6, c'est l'Empire napoléonien. Et que c'était notre destin. J'ai écrit un livre là-dessus. Je pense que c'était le destin de la France que d'unifier cet empire napoléonien, ce continent avec l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie du Nord, en gros, la Belgique, les Pays-Bas, etc., l'Europe des 6, et que ça devait devenir la France. Comme on a raté ça, ça nous a affaiblis. On a eu la guerre de 70, la guerre de 14, la guerre de 40, et en 45, déjà avant d'ailleurs, on se dit, bon, alors on a perdu l'Empire napoléonien, on est en train de perdre l'Empire de substitution qu'est l'Empire africain, etc., et donc on va faire l'Europe. Mais là où d'après moi, vous faites un contresens sur la pensée du général de Gaulle, et ça nous amène à notre histoire de défense européenne, c'est que le général de Gaulle, quand il dit à Perfit lui dit, mais pourquoi vous êtes resté dans le marché commun? Il dit, parce que l'Europe des 6 peut faire ce que font les États-Unis et l'URSS, à l'époque les deux grands, et que comme la France dirigera l'Europe des 6, ça permettra à la France de retrouver son rang qu'elle a perdu depuis Waterloo. Vous voyez, le lien avec l'Empire napoléonien est clair. Ça ne veut pas dire on va faire la défense européenne. Ça veut dire on va faire une défense française autonome qu'on va imposer à toute l'Europe et en particulier aux Allemands. D'où son image, le jockey et le cheval. Et dès 63, en vérité, les Allemands ont compris le coup et l'ont évité et l'ont refusé. Vous vous souvenez de cette histoire de traité franco-allemand, fameux traité exactement, dans lequel il y avait un accord militaire, entre autres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez? Il y a le Parlement allemand qui vote un préambule à ce traité, poussé par Jean Monnet en coulisses, qui est dans le public quand le Parlement le vote, et qui dit... N'oublions pas, mes chers amis, que la défense de l'Allemagne, c'est d'abord l'OTAN.
De Gaulle furieux, sa fameuse phrase « Les traités durent ce que durent les roses », et c'est terminé pour le général de Gaulle. Ensuite, c'est la chaise la chaise vide, la politique de la chaise vide. L'Europe, pour lui, c'est terminé. Votre couple franco-allemand, c'est terminé. Il n'en sort pas pour profiter de la PAC. C'est tout. Et des accords. Et attendez, non, je finis. Parce qu'on en revient à la même histoire aujourd'hui. Quand Emmanuel Macron parle de défense européenne, c'est le même projet en vérité, parce que c'est notre seul avantage stratégique. C'est la défense, c'est l'armée, c'est la bombe atomique. C'est le seul avantage et la seule supériorité qu'on ait sur l'Allemagne. Et quand Emmanuel Macron dit ça, il retrouve en vérité cette intuition de dire « Ah ben on va vous protéger ». Les Allemands vous ont dit « Nein ». La ministre des Affaires étrangères ou de la Défense, je sais plus. La Défense, merci. A dit c'est une illusion. Et on est revenu au préambule de 63. Elle a rappelé que c'était l'OTAN. Emmanuel Macron a dit alors, ça m'a frappé parce que il m'a dit alors, j'avais noté, c'est un contresens de l'histoire. En fait, vous lui transmettrai mon message. C'est au contraire dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire que ça fait 100 ans qu'on essaye ça. On pourrait partir d'Aristide Briand jusqu'à général de Gaulle, jusqu'à Giscard, Mitterrand et jusqu'à Macron. Et à chaque fois, les Allemands ne veulent pas. Et pourquoi ils ne veulent pas? Parce qu'ils préfèrent être protégés par les Américains que protégés par les Français. On a vraiment envie de vous entendre là-dessus. Et c'est pour ça. Et alors, je vous parle même pas des pays de l'Est. Hein. Je vous parle pas de la Pologne qui veut évidemment être protégée par les Américains contre les Russes. Je vous parle pas des pays du Nord. Enfin bon, tout ça, c'est une évidence. Mais les Allemands, c'est cela. Et je finis simplement. Bon alors, allez-y, répondez. Parce que j'imagine qu'on parlera de l'avion, l'accord franco-allemand, etc. Parce qu'il nous reste 19 minutes, messieurs. Le temps passe vite, on a beaucoup de sujets encore. Non, c'est très important. Oui, le logiciel de départ est celui-là, je crois qu'on dit la même chose. Je ne dis pas que De Gaulle avait voulu une défense européenne au sens intégré. Alors, on est pas du tout. Bon. Et oui, bien sûr, il y a toujours eu cette espèce d'équilibre en tête qui est à l'arrière-plan des discussions franco-allemandes. En gros, eux ont le leadership économique, nous avons le leadership politique via... militaire. Via la bombe, via la puissance militaire, via le rayonnement international, le siège au Conseil de sécurité de l'ONU, etc. Je pense qu'il y a des craquements évidents et des évolutions. On est 30 ans après la chute du mur. Bon. Donc je crois qu'il y a quand même du chemin à parcourir. Je crois aussi, comme vous, à l'histoire longue. Mais je crois qu'on n'est pas dans la même situation en 1945 et en 1914, en 1989 et en 2020. Et donc, je crois, il faut que nous, Français, on le comprenne comme les Allemands doivent comprendre d'où nous venons. Évidemment, pour un chancelier allemand, ça n'est pas la même chose de dire l'OTAN, Nein, et on va construire la défense européenne. Pour des raisons multiples que vous avez rappelées, là je ne suis pas en désaccord, qui consistent à faire que le rapport à la puissance, tout simplement, n'est pas le même. Il y a encore, et tant mieux d'une certaine façon, un sens de la responsabilité historique. Bon. Le lien aux Américains n'est pas le même. Pour les Français, c'est toujours très tentant. D'une certaine façon, on était assez à l'aise sous la présidence Trump en France. Parce qu'on avait pour la première fois une Amérique qui ne plaisait pas aux Européens. Et donc on allait voir les camarades européens en leur disant « Regardez, vous voyez bien, on est obligé de travailler ensemble. » Biden est une très mauvaise nouvelle pour vous, contrairement à ce que vous croyez. Et je crois que j'ai expliqué mon tweet. Bon. Donc, mais les Allemands, ils ne sont pas... Madame Merkel, elle a aussi le sens de l'histoire. Elle voit bien que ce qui s'est passé de 1949 à 1989 n'est plus la situation actuelle. Elle sait aussi tout ce qui est compliqué pour changer. Je ne dis pas que ça va se faire du jour au lendemain, je ne dis pas que ça s'est fait massivement, mais accepter pour les Allemands, il faut quand même voir ça, un budget européen de défense. Accepter l'avion et le char du futur, Dieu sait si c'est compliqué. Mais je crois qu'on le fera et je crois qu'il faut commencer par des projets de cette nature. Bon, je ne dis pas qu'il y a une défense européenne clé en main. Et d'ailleurs, je ne crois pas, je tiens à le préciser, qu'il faut sortir de l'OTAN, ni qu'il faut abandonner une défense nationale, évidemment pas. Oui. On sera, et ni d'ailleurs une coopération, puisqu'on parle implicitement du Brexit, avec le Royaume-Uni. C'est très important aussi. Donc je ne crois pas du tout à cela. En revanche, je crois qu'on doit renforcer, on part de bas, un cadre de défense européen, y compris sur des projets industriels. Et là où j'ai une différence avec vous, c'est que même si ce sont des frémissements ou des craquements dans le modèle, je crois que les pays de l'Est, peut-être plus vite que l'Allemagne d'ailleurs, ayant vécu l'expérience Trump et le stress de se demander tous les jours si demain, en cas d'attaque russe, les Américains les protégeraient vraiment, se disent que ça ne sera plus le cas, en tout cas pas de manière certaine et automatique, et même s'ils n'y croient pas encore complètement, parce que pour eux c'est une révolution mentale, ils veulent plus de défense européenne. Je vais vous faire plaisir. Et donc je crois qu'on va aller dans cette direction, je vais vous faire par plaisir. étapes et en partie. Je vais vous faire plaisir. Je suis d'accord avec vous sur les pays de l'Est.
Moi aussi, j'espère, et je crois que la France a un rôle historique à jouer, de réconciliation. Je l'ai même dit à Varsovie, je l'ai raconté à Christine dans l'émission, je l'ai même dit à Varsovie devant un public qui m'invitait très, très gentiment et très chaleureusement. Je pense que la France doit servir de lien entre la Pologne et la Russie pour apaiser ce conflit séculaire, je dirais presque millénaire, où tous les torts ne sont pas du côté de la Russie d'ailleurs, contrairement à ce qu'on prétend en France. On ne fera pas contre l'Allemagne. Attendez. Là-dessus, je suis d'accord avec vous, même si, accordez-moi quand même, j'ai fait un pas vers vous, mais accordez-moi que jusqu'à présent, les Polonais ont toujours acheté américain quand il s'est agi. Bon, c'est pour ça que la coopération israélienne est aussi cruciale. D'accord. Alors maintenant, on parle de l'Allemagne, très vite. Vous dites la coopération, là, sur l'avion, le SCAF, entre Dassault et les Allemands. Je pense que là, vous faites preuve d'une naïveté, mais insondable. C'est-à-dire que les Allemands ne veulent pas coopérer avec nous. Toutes les informations que j'ai prouvent qu'en fait, ils veulent seulement récupérer des compétences qu'ils estiment qu'on leur a volées et après 14 et surtout après 45 quand on leur a interdit d'avoir une aviation et que du coup la France a pris le leadership sur ce rôle-là. Ils ont déjà par notre naïveté et notre jobardise, merci Dominique Strauss-Kahn et Lionel Jospin, ils ont déjà obtenu la main sur Airbus, alors qu'on avait la compétence et la supériorité technique. Et aujourd'hui, le SCAF leur permet uniquement de récupérer des compétences françaises. Ils bloquent tout, ils empêchent tout. En fait, en vérité, qu'est-ce qui va se passer? Et très vite, ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent de compétences françaises et à force de traîner, parce que je vous rappelle que ça doit passer devant le Bundestag, que ça va passer des mois, les Français vont être en retard et on va perdre nos compétences. En vérité, il faut faire la stratégie du général de Gaulle. Avoir une industrie indépendante, une industrie militaire indépendante, et après vienne qui voudra. Mais d'abord, on le fait et on n'attend pas le bon vouloir des Allemands et du Bundestag allemand. Clément Beaune vous répond. Oui, on a, heureusement, et c'est d'ailleurs un héritage gaulliste ou gaulien, une industrie militaire de très grande qualité, la française. Ah oui. Heureusement. Et je crois qu'il faut évidemment la préserver. Ça ne vous a pas échappé complètement que, même si on a eu quelques bonnes nouvelles, tant mieux, le Rafale en Grèce, bon, même si la Grèce achetait déjà des avions français avant. Mais, enfin bon, vous les avez pris sur l'armée française, hein, mais bon, passons. Pas que. Enfin, 6 seulement. Ouais. Oui, et on a d'autres prospects en Europe. Bon. Mais il ne vous a pas échappé que malgré la qualité, même l'excellence de l'industrie militaire française, ils achetaient américains les autres, globalement. Tout à fait. Ils achetaient Donc je pense que, sans être naïf, moi je ne suis pas naïf, mais pardon, je n'ai pas une vision du monde dans laquelle je pense que les Allemands cherchent toujours à nous arnaquer. Bon. Mais je ne suis pas naïf, et je peux vous dire, pour avoir assisté, il y en a encore un ce matin, à des conseils franco-allemands de défense et de sécurité, les accords industriels, nos industriels, ils ne sont pas naïfs non plus. Ils font extrêmement attention à ce qu'on met, en termes de leadership industriel, sur l'avion du futur et le char du futur. Vous n'êtes pas naïf, mais le passé plaide contre vous. Mais... Non, pardon, on n'a fait aucune coopération militaire avec l'Allemagne, aucune, industrielle. Et le civil, on l'a vu. Airbus, on a vu. Oui, enfin Airbus, malgré tout, ça a été difficile. Enfin, aujourd'hui encore, c'est quand même un de nos grands atouts commerciaux internationaux. Ouais. Bon, messieurs. Moi, je ne veux pas le jeter par-dessus. On n'a pas d'autre choix. Non, on a un autre choix, c'est pas vrai. Arrêtez de dire ça. Alors, c'est quoi l'autre choix? On peut faire une industrie militaire tout seul. Non, parce que c'est faux. Et on se rime ça avec depuis des années. Non, pardon. On peut faire l'industrie tout seul et on n'a pas d'autre choix pour. C'est possible. On n'a pas d'autre choix que de se lancer sans naïveté en protégeant nos intérêts industriels, politiques, et ils sont consignés dans des accords avec les Allemands, de lancer un certain nombre de coopérations, si on veut qu'ils prennent plus de responsabilités, qu'ils rentrent eux-mêmes dans un jeu industriel européen. Et si on veut aussi, parce que par exemple, moi j'étais à Varsovie avec le président de la République au mois de février. Les Allemands, ils veulent rejoindre le projet du char du futur. Les Espagnols, ils ont rejoint le projet d'avion du futur. Ça devrait vous plaire, c'est des coopérations intergouvernementales. Donc c'est pas l'Europe de Bruxelles. Ah, absolument. Donc ça peut marcher. Bien sûr. Bon. Donc je pense qu'on a besoin de le faire, parce qu'on peut regarder notre industrie et dire aux autres, vous achetez américain, on est triste. Même les Belges, ils ont acheté américain récemment. Bon. Mais si vous avez vu la différence entre le Rafale et le Eurofighter? Ouais, d'accord. Alors, on a bien fait de le faire tout seul. Hein. Ok. Mais merci. On peut, messieurs, on peut garder notre excellence et faire des coopérations. Non, non, justement. Vous voulez pas le comprendre. Mais si vous voulez il faut réconcilier vos deux points. Si vous voulez que les Polonais, les Grecs, etc., les Baltes, ils achètent européens, il faut les mettre à bord. Ils achètent français. Mais ça n'arrivera pas si vous ne faites pas autre chose. Sinon, ils achèteraient déjà français. Non, mais tant pis. Pourquoi ils le font pas? Tant pis. Moi, je préfère au moins on sauve notre propre indépendance. Pourquoi ils le font pas? Parce que là, il y aura rien. Mais parce qu'ils sont soumis aux Américains. Ok. Et donc, on fait quoi? On accepte.
Mais ça ne changera pas, mais vous ne changerez pas. C'est toujours le même pari perdant que vous faites, surtout. Au nom de l'Europe, vous déshabillez la France et finalement, on n'a ni l'un ni l'autre. Quel exemple vous avez? Et pour tous les sujets, on va voir. Airbus, Arianespace. Alors, Clément Beaune, vous avez compris que l'émission ne va pas suffire. Oui. Et qu'il faudra revenir. On fera une deuxième émission. Bon, j'ai sauté déjà une ou deux questions. On va passer maintenant avec l'émergence du courant populiste. On oppose souvent les défenseurs des identités nationales aux défenseurs de l'identité européenne. L'Europe est-elle la somme des identités de chaque pays ou peut-elle avoir son identité propre, selon vous? Je ne crois pas à l'idée de la somme, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la dilution. Bon, et d'ailleurs, pourquoi additionner comme s'il fallait qu'on se compare les uns aux autres, qu'on s'ajoute les uns aux autres. En revanche, je crois deux choses. Je crois qu'il y a des identités nationales. Ça va faire plaisir, M. Zemmour. Je prends une formule dans un livre de Régis Debray qui s'appelle L'éloge des frontières. Très beau livre. Qui est un très bon livre. Il a cette définition. Je ne prends pas la définition européenne parce que vous me direz qu'elle est trop bisounours, mais c'est à peu près la même chose au fond. Il dit l'Europe, c'est, par rapport à toutes les autres régions du monde, c'est le maximum de diversité dans le minimum d'espace. C'est exactement la définition de l'Europe. Et d'ailleurs, notre histoire, vous l'avez dit en parlant des empires, notre histoire, c'est la combinaison permanente d'un cadre commun, qui généralement était militaire et guerrier, avec la domination de l'un sur l'autre, d'un cadre commun, je le dis comme ça, culturel, politique, etc., et d'une extraordinaire diversité, souvent d'ailleurs pas nationale, locale, etc. Moi, je crois à l'échelon national, à ce qu'a permis la culture nationale, qui est d'ailleurs assez récente en tant que modèle, pas en France, en tant que modèle en Europe, qui date à peu près du 19e siècle, et je crois qu'il faut les défendre absolument. Moi, je ne crois pas à une sorte de culture gloubi-boulga européenne dans laquelle... C'est pour ça d'ailleurs que je me bats pour que sur les euros on mette des visages et pas des ponts, parce qu'on a suffisamment quand même d'auteurs, d'architectes, de grands hommes politiques en Europe pour être fiers de notre diversité. Justement. Et je crois aussi qu'il ne faut pas inventer, surtout pas une culture européenne qui serait de l'ordre de cette espèce de rassemblement dilué, mais il y a une culture européenne au sens où, en plus des cultures nationales, de l'Europe des cathédrales à celle des grands écrivains, c'est une culture européenne et il y a un modèle culturel européen. Je finis juste là-dessus. Il y a un modèle culturel européen, moi j'aime le citer parce que je n'ai jamais trouvé de meilleur résumé. Le regretté George Steiner qui disait, vous prenez la carte des cafés, vous avez la carte de l'Europe. Ça fait sourire, mais c'est un modèle. C'est un modèle de débat politique, c'est un modèle de rendez-vous amoureux, c'est un modèle d'engueulade, c'est un modèle européen. D'ailleurs, je finis vraiment là-dessus, il le dit, pour dessiner les frontières, en Turquie, vous n'avez plus de café, en Angleterre, vous n'avez plus de café. Vous avez autre chose qui ressemble un peu. C'est pas pareil. C'est pas pareil, je suis d'accord. Et donc, voilà, je crois qu'il y a ce substrat culturel européen. Moi, je défends l'identité européenne, d'ailleurs, et l'identité nationale, et je ne crois pas qu'on doive inventer et la souveraineté une sorte de culture européenne qui dilue. Moi, je suis aussi, je crois, à une identité européenne. Je crois même à une civilisation européenne. Et la civilisation européenne, je ne connais pas de meilleure définition que celle de Paul Valéry qui disait j'appelle européen toute terre qui est romanisée, christianisée et qui a subi la discipline des Grecs. Et justement, quand on voit cette magnifique définition, on comprend à quel point la Commission de Bruxelles est le plus grand adversaire de l'identité européenne. Mais je suis désolé, on voit bien comment la Commission de Bruxelles attaque, agresse tous les jours cette identité européenne. Mais c'est très simple. D'abord, tout simplement, en ayant une politique migratoire complètement folle, c'est-à-dire en laissant arriver des centaines de milliers de personnes tous les ans par la mer, par la terre, simplement, vous avez vu la dernière histoire qui est très révélatrice des procès qui sont faits au patron de Frontex. C'est-à-dire qu'on reproche au patron de Frontex d'avoir refoulé des migrants. Vous êtes pour qu'il y ait une agence des frontières européennes? Non, mais moi, au départ, je suis pour les frontières nationales. Je pense que Schengen est une folie. Puisqu'on a mis la frontière de la France au Pirée. Je vous rappelle que c'est Pierre Joxe lui-même, ministre de l'Intérieur de François Mitterrand, qui l'avait dit au président Mitterrand. C'est une vraie folie. Donc voilà, d'ailleurs, dès qu'on est en crise, on ferme, on se débrouille parce que c'est une catastrophe. D'ailleurs, c'est le principe même européen. Tous les principes qu'on met, toutes les normes qu'on met, dès qu'on est en crise, hop, on annule, on bloque, parce qu'en fait, l'Europe n'est pas faite pour les crises. Mais migrants, Schengen,
Frontex. Le patron de Frontex est accusé d'avoir refoulé les migrants. Et la Commission et le Parlement européen est à la pointe de ce combat. On veut lui faire son procès, on veut sa tête. À la Commission de Bruxelles, on veut sa tête aussi. Et c'est intéressant parce que qu'est-ce que ça signifie ? Il y a une vraie idéologie immigrationniste. Je rappelle que la France l'a défendu, le patron de Frontex. Comment ? Pour nos téléspectateurs, il est français, la France l'a défendu contre tout. C'est très bien, vous voyez. Donc il y a une vraie idéologie immigrationniste à Bruxelles qui ne veut pas du tout arrêter les migrants, qui veut au contraire qu'ils arrivent et les répartir dans toute Avec le plan de diluer la culture européenne. Oui, mais ça dilue la culture européenne. Oui, je suis désolé. C'est un plan. Oui, non, c'est pas un plan, c'est simplement que... Pourquoi je vous dis ça ? Parce que à la Commission de Bruxelles et dans les élites européennes, l'Europe n'est plus l'Europe. L'Europe est vue comme un grand vide. L'Europe est vue comme une annexe du monde. L'Europe est vue comme l'atelier de la mondialisation, le cheval de Troie de la mondialisation. Et donc, on ne veut plus de la culture européenne, on ne veut plus de ce que... Vous avez dit vous-même, très pertinemment, sur les billets, il n'y a que des ponts et il n'y a pas des individus. Mais pourquoi ? Vous vous êtes jamais demandé pourquoi ? C'est tout simplement que l'idéologie européenne, c'est justement l'absence d'enracinement, l'absence de nation, l'absence de terre. On veut être le monde entier. On veut être le monde en petit. Et c'est ça l'idéologie européiste. Et c'est celle qui dénie, au contraire, et qui démolit l'identité européenne. On a envie de vous entendre là-dessus. Clément Beaune. Non, ça c'est le point fondamental. Je ne rentre pas sur le plan migratoire parce que ça nous emmènerait très loin, on ne sera pas d'accord. Mais ce que vous dites, c'est au fond, consubstantiellement, le projet européen est un projet fédéraliste, de dilution, d'écrasement, d'ouverture. De destruction et d'ouverture, exactement. Moi, je ne pense pas ça, mais je prends 2 points. Oui, c'est pour ça que je parlais d'un projet qui a été construit, ça c'est un fait historique, ce n'est pas un complot, il a été fait contre la puissance, avec l'idée que, et d'ailleurs en Europe, c'est ça qu'on est en train d'inventer aujourd'hui. Vous me direz que c'est naïf, moi je pense qu'on n'a pas de meilleure option. Après, est-ce qu'on va y arriver ? Non mais attendez, je finis. Je veux dire sur quoi ? On n'a jamais en Europe, dans les 200 dernières années, pour faire très court, combiné la coopération et la puissance. On a eu la puissance, on s'en est servi pour coloniser, et puis surtout pour s'entretuer. Et on s'est dit, après 2 guerres mondiales, qui étaient largement des guerres civiles européennes en vérité, on ne va pas réussir à gérer la puissance. Et donc on s'est nous-mêmes, on n'a pas tout le choix vu notre état de destruction après-guerre, mais on s'est nous-mêmes déshabitués, en quelque sorte, c'était le projet, désintoxiqué de la puissance. Avec une exception française qui disait, moi, j'aime la puissance, je veux garder la puissance et je veux utiliser l'Europe pour faire la puissance. Exactement. C'est ça le on est tout à fait d'accord là-dessus. Voilà. Et ça a été... Ce que j'appelle l'illusion française. Mais... Oui, exactement. Et qui est je ne pense pas l'illusion, mais le projet français pour l'Europe. Et ce projet, le retrait de la puissance, il a été vrai jusqu'à la fin des années 2000. En France, d'ailleurs, le choc, moi j'ai voté pour, mais le non a gagné, c'est le référendum de 2005. Il y a eu Maastricht comme une forme d'alerte, et puis le référendum de 2005 sur le thème « Les Français ne veulent plus de cette Europe-là », parce qu'ils ont l'impression que le projet français n'est pas respecté, n'est pas mis en œuvre. Moi, je crois aujourd'hui... Ça, on l'aura casé quand même. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a un moment, vous me direz que ce n'est pas suffisant, etc., mais d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait ? Je pense qu'on est à un moment où, plus que dans les 70 dernières années, j'en suis intimement convaincu, les pays européens réalisent qu'il faut de nouveau de la puissance. Et ils réalisent que la puissance qui n'avait pas disparu, parce que la nature a horreur du vide, qui était partie aux États-Unis, qui était dans l'OTAN, elle ne peut plus être dans ce cadre-là. Ils le réalisent. Ça, j'en suis sûr. Vous allez aux Pays-Bas, vous allez au Danemark, vous allez partout, ils le réalisent. Est-ce qu'ils ont ensuite... Non, mais est-ce que tous nos voisins ont ensuite adhéré à cette vision de faire de l'Europe une puissance militaire, technologique, stratégique, avec des frontières européennes, etc. Pas encore, je ne vous dis pas le contraire, mais c'est exactement la raison pour laquelle moi, je défends l'Europe aujourd'hui. Vous n'avez pas envie de répondre ? Si, moi je veux bien. Comme il nous reste 2 minutes, je me permets de vous relancer. D'abord, Schengen, au départ, ça a été fait, en 1985, pour avoir un espace de libre circulation et, vous prenez les textes, etc., les discours d'ailleurs du président Mitterrand, qui n'était pas naïf, c'était de dire on a un problème parce qu'on ne coopère pas assez pour protéger nos frontières extérieures. Il savait qu'indépendamment de la libre circulation, la frontière des voisins était déjà la nôtre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez une crise migratoire et que vous avez 1 million de personnes qui arrivent en Grèce, un jour ou l'autre, ils seront en Allemagne ou en France. Un jour ou l'autre. Donc si, je ne dis pas ça pour qu'ils viennent nécessairement, je dis ça pour avoir une protection de nos frontières. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien au niveau national. Je ne suis pas du tout dans ces espèces de schémas binaires. Vous avez défendu Frontex, c'est un très bon exemple. Parce qu'il y a des pays qui ne veulent pas, justement, qu'il y ait, en général les pays qui sont les plus ouverts, qu'il y ait une protection européenne des frontières. Moi, je veux qu'il y ait une protection européenne des frontières parce que je pense qu'on doit
diriger nos frontières. Il nous reste une minute. Éric Zemmour vous répond européen. et vous aurez le dernier mot. Sur tous les sujets. Bah, au moins, c'est C'est-à-dire cohérent. qu'on fait semblant de européaniser un sujet. On a un problème. L'Europe, on veut européaniser, on veut fédéraliser, en fait, de fait, même si on n'emploie pas le mot, parce que vous savez que le mot est détesté, mais de fait, on fédéralise, puisqu'on donne de plus en plus de compétences. Emmanuel Macron parle même de souveraineté européenne, alors qu'il n'y a que de souveraineté nationale. On ne peut pas avoir de souveraineté européenne, parce qu'il n'y a pas de peuple européen. C'est une évidence. Et donc, ça fait... Et donc, on fait quand même, on avance quand même, contre l'avis des peuples, etc., qui n'en veulent pas. Et puis après, on se dit, il y a un problème parce que ça ne marche pas, Schengen. Et là, on dit, oui, mais la solution, c'est encore plus d'Europe. C'est la même chose pour tous les sujets, pour l'euro, pour l'économie, pour le social, à chaque fois pour les travailleurs détachés, tout ça c'est la même chose. On crée un énorme problème parce qu'on a voulu fédéraliser les compétences et puis finalement on se dit mais c'est toujours pas plus d'intégration. On a terminé. Mais à chaque fois vous nous tenez le même, ça fait 40 ans que j'entends le même discours. Il faut toujours plus d'Europe pour sortir de plus d'Europe. 10 secondes, le dernier mot. La vraie différence c'est que je ne crois pas que c'est l'Europe qui a créé. Mais bien sûr que si. Mais Schengen c'est le problème, bien sûr. Pas du tout. Éric Zemmour, lui La laisse crise le migratoire, dernier vous le mot. savez comme moi, c'est une crise démographique et c'est une crise de développement. C'est pas Schengen ou pas Schengen. Oui, les gens, ils essaieraient quand même d'arriver à Lesbos s'il n'y avait pas Schengen. Oui, bien sûr. Mais Merci. il ne La question, pourrait c'est pas comment aussi on y facilement. répond. Il ne pourrait pas aussi facilement se répandre dans toute l'Europe. Excusez-moi. Ils seraient tous en Grèce, peut-être. Je ne crois pas que ça serait comme oui, ça. ils seraient tous en Grèce. Je ne crois pas que ce serait comme ça. Clément D'abord, Beaune, ça serait merci insoutenable et ça serait pas beaucoup. comme ça. Clément Beaune, Parce que les gens on finissent par a circuler, terminé. hein. On est en débord. Une dernière phrase pour terminer, peut-être. Non, j'espère avoir pu clarifier. Moi, je crois très profondément, et pardon, mais je n'accepte pas les procès d'intention, on peut avoir des désaccords. Je crois très profondément, pas surtout que sur les grands sujets, on n'a pas parlé du climat, mais c'est aussi un grand sujet, vous ne pouvez pas avoir une réponse qui n'est pas une dimension européenne. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Est-ce qu'on peut la construire? Je crois que c'est un moment où on peut le faire. Merci beaucoup Clément Beaune. Merci Monsieur le Ministre pour votre présence. Merci beaucoup Éric Zemmour. Excellente suite de programme sur CNews. Merci à tous.